Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est vu, mais je suis toujours là et on est reparti. Et sur des chapeaux de roue, je dirais, c'est le plus gros sportif jamais interviewé sur la chaîne. C'est exactement pour ce genre de sportif que j'ai créé ma chaîne. Un Martiniquais qui a tout gagné, champion de France, champion d'Allemagne, Ligue des champions, champion d'Europe, champion du monde. Ça c'est trop long à dire le palmarès. Et on ne le connaît pas assez. Donc voilà pour ça qu'existe ma chaîne Guinness. Aujourd'hui on est avec Joël Abati. Salut Joël, ça va? Salut mon ami. Ça va bien? Ça va. Il fait beau, le soleil est au rendez-vous, donc c'est l'occasion aussi de pouvoir se rencontrer et puis s'exprimer là-dessus. Tu as profité de tes vacances? J'ai profité comme je pouvais, surtout de la famille. Et puis j'ai été deux fois à la mer. J'avais plein de choses à faire, donc j'ai pu faire en partie ce que je pouvais faire. Voilà. Je t'explique le principe. Le principe il est simple, c'est le que d'été, le que deviens-tu. Donc on va reparler de ta carrière et tout, et tu vas nous dire ce que tu deviens maintenant par rapport au handball. Alors pour commencer, tu es né en 1970. À l'époque, il n'y avait que le football entre guillemets. Pourquoi tu t'orientes vers le handball? Déjà, j'étais footballeur parce que j'ai joué à la SPTT. Je me souviens, j'ai un entraîneur qui venait me chercher, un entraîneur qui était vraiment passionné au foot et qui venait avec son car nous chercher à Pugodissa, M. Kolotrok, père à son âme qui est décédé aujourd'hui. Et il m'a emmené avec les potes à jouer, et puis à un moment donné, il ne pouvait plus, ou soit les horaires avec les cours, s'il fallait s'entraîner 2 fois, ne pouvait plus, donc du coup j'ai opté pour aller près de chez moi en fait, à Godissa, et la compétition UNSS y a beaucoup aidé puisque je faisais cette compétition avec mon collège, et ça m'a permis après de m'inscrire dans le club du coin qui était l'Espoir de Fourial. Et tu n'as pas eu de modèle, quelqu'un qui t'a donné envie de jouer, non? Mon grand frère déjà, et puis j'en ai eu d'autres après, hein, parce qu'à l'Espoir de Fourial, j'ai des grands modèles, même ceux avec qui j'ai joué, et ceux avec les adversaires, parce qu'on devient fort dans un sport quand on a des adversaires de renom, un adversaire qui vous porte et qui vous fait progresser, qui vous fait vous dépasser sur le terrain. Donc c'était l'équipe de Jean-Claude Duverger, le bon Leteria, la Gauloise de Trinité, le Gros Morne, et puis bien d'autres, hein, pardonnez-moi ceux que j'ai oubliés, mais toutes ces équipes-là nous ont permis de forger un vrai contingent de handballeurs de qualité, avec un championnat de qualité, avec des entraîneurs de qualité, parce que c'était Jean-Charles Écanvé qui nous entraînait, et qui a permis justement de faire en sorte que ces équipes martiniquaises puissent progresser et m'emmener moi, parce qu'à travers ça, c'est moi qu'ils ont construit, et m'emmener moi à faire la suite de tout le parcours que j'ai pu faire en Martinique. Et justement, la suite, comment tu fais pour partir? Je suis sélectionné parce qu'on est champion de France. En fait, on fait la champion anti-Guyane. On gagne le champion anti-Guyane, et puis je suis repéré. On joue contre l'équipe de Jackson Richardson qui avait battu Montpellier, comme quoi on se rencontre toujours et le hasard fait bien les choses. Ils ont perdu, Montpellier montait justement en N2, et du coup l'équipe de Jackson Richardson les ont gagnés, et ils diffusaient en France. Nous sommes contre nous cette finale, et j'ai gagné. C'était la première fois que je gagnais Jackson, mais c'est la première fois qu'on se rencontrait, et j'ai jamais pensé. Il était déjà au-dessus du lot? Il était déjà là, parce que, bon, je ne sais pas s'il était au-dessus du lot, mais on l'a gagné ce jour-là, donc il n'a pas fait gagner son équipe ce jour-là. Je lui rappelle toujours cette anecdote, hein, que ce jour-là, j'étais bien gagné, ne l'oublie pas. On était encore sur nos îles réciproques, mais je t'ai gagné ce jour-là avec la Martinique et avec l'Espoir de Fourial, et toi avec son équipe de la Réunion, avec son frère. Donc on en rigole aujourd'hui, mais c'était une très très belle expérience. Pour moi déjà, le fait de voyager, de sortir justement de territoire et porter les couleurs de la Martinique ailleurs et se confronter à d'autres îles, c'était génial, et je crois que ça m'a marqué à tout jamais pour que je puisse continuer dans une carrière dans le balleur. Et quand tu pars, tu vas où exactement? C'est à Créteil, c'est ça? Ou tu fais des petits clubs Quand je m'en vais, je vais à Saint-Michel-sur-Orge en fait. Je
Je vais à Saint-Michel-sur-Orge où il y a plein d'Antillais, donc c'était la meilleure intégration qu'ils pouvaient avoir quand on quitte le territoire. Je crois que tous les Antillais le savent. Quand on part, on a besoin de racines, nos familles, on est très proche de nos familles. Hein. Vous savez, ici, on part très tardivement, soit pour les études, mais on part très tardivement de la famille. Donc le lien familial, on l'a. Et pour retrouver cela, j'ai été dans une équipe où il y avait beaucoup d'Antillais. Pour retrouver nos fêtes, nos moments, la Noël, toutes ces fêtes antillaises, le parler créole déjà, c'est la meilleure intégration. D'ailleurs, c'est ce que je dis à tous les clubs qui reçoivent des Antillais, de s'associer aussi avec des associations ultramarines pour aider les joueurs à mieux s'intégrer au-delà de la partie sportive. On a besoin de nos racines aussi, on a besoin de mieux se rencontrer, de la communauté pour nous forger et nous aider à passer le palier de la métropole. Donc tu as sur Orge, tu m'as dit. Saint-Michel-sur-Orge. Et après, le palier, c'est Saint-Michel-sur-Orge avec les Antillais. Après, je vais à Gagny. Et de Gagny, alors le Valois Finance avant, je travaille pour. Tu n'es pas encore pour à ce moment-là? Je ne suis pas encore pour. Non, j'ai travaillé pour le ministère de la Défense. À ce moment-là. Bon, ben, c'était permis de s'entraîner au ministère de l'économie et des finances. Et après, je suis parti à Gagny, qui est un grand club français multi-champion de France. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que ça m'a permis de progresser. Chaque fois, j'avais déjà construit en fait ma carrière. Je ne sais pas si j'avais construit, mais j'avais toujours l'ambition d'aller toujours à un club supérieur pour progresser et glaner des titres avec cette équipe-là. Et surtout progresser, c'est ce qu'il me fallait. Et j'ai compris qu'il fallait passer par ces étapes-là. Donc c'était la N2, après la N1B, et à gagner la D1 qui est aujourd'hui. Et là, j'ai vu le haut niveau, j'ai compris. Et après, je suis parti à Créteil. Et à Créteil, j'ai gagné la Coupe de France. Et là, j'ai vraiment joué avec des grands joueurs, Carvadec, Boudin et bien d'autres encore. Et ma carrière prenait son envol, puisqu'à l'issue de ça, j'ai été sélectionné en équipe de France junior et ça m'a permis encore de progresser. Et puis l'équipe de France senior après. Et alors, le plus difficile, comme je dis aux jeunes, c'est pas d'arriver en équipe nationale. Le plus difficile, c'est d'y rester. Donc le fait d'arriver, c'est gentil, c'est joli, mais tout le monde a envie d'y rester. Et tout le monde se bat pour rester. Et plus ceux qui n'ont pas pu rentrer et qui sont aux portes en train de pousser la porte pour dégager quelques-uns. Donc je me suis dit que là je vais y rentrer et je vais tâcher de ne pas y sortir. C'était pas facile parce que dans cette équipe il y avait des grands joueurs, des Denis Latou, des Vols, qui étaient une équipe déjà constituée et puis qui avait déjà gagné un titre quand même si c'est la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 92. Donc c'était une équipe qui était déjà formée, donc c'était difficile de s'intégrer. Ganès Constantini voulait intégrer des jeunes, mais il y avait déjà un saut des anciens et puis qui avaient bien envie de rester entre eux, quoi. Ouais. Mais il fallait se battre pour réussir et ça n'a pas été facile. C'est pour ça que je sais ce que c'est que la persévérance. Quand on veut aboutir, quand on est arrivé à quelque chose, il faut de la persévérance. Il faut vraiment se battre jusqu'au bout et surtout avoir du courage pour ne pas perdre espoir et se dire que j'ai ma chance, quoi. Toujours se dire que j'ai ma chance. Jouer ma chance, je vais la prendre. Jouer ma chance, je vais l'avoir. Jouer ma chance, je ne vais pas la lâcher. Mais à ce moment-là, tu es déjà en Allemagne ou tu es toujours en France? Je ne suis pas encore en Allemagne. Je suis à Créteil. Et l'année d'après, je m'en vais, je pars en Allemagne sur un coup de tête. Comment ça, sur un coup de tête? Parce que lors d'un match de l'équipe de France, la sélection, mais c'était une première sélection, c'était pas vraiment installé puisque tu as le statut de sélectionneur quand tu as 5 sélections de sélectionner l'équipe de France. Donc ça doit être ma première ou ma deuxième. Donc on fait un match amical, je ne sais plus contre qui, et puis ça doit être la Yougoslavie ou autre. Et là, les Allemands sont venus repérer, ils viennent chercher Cavadec. Et du coup, ils font appel à moi et me demandent est-ce que tu vas y là-bas. Je me suis dit, l'Allemagne, le plus grand championnat. Alors, est-ce que c'était naïf? Est-ce que c'était l'insouciance? Insouciance ou l'ambition? J'ai dit banco. Banco, alors tout le monde disait, oh, il y va, il n'est pas encore installé, c'est pas un international, pourquoi il y va? Mais ça, c'est mon tempérament, j'aime bien les challenges.
Et je me suis dit, ben, je vais voir déjà, je vais voir ce que c'est. Si ça marche, ça marche pas, ben, je vais revenir, c'est pas grave, mais je vais tenter. Et au final, plus de 10 saisons, 1400 buts, j'ai vu. 10 ans, après 10 ans, donc je me dis, ben oui, des fois, il faut pousser les portes, mais il faut vraiment vouloir la pousser, quoi. Il ne faut pas se dire, je pousse la porte, c'est vraiment se dire, je tente tout, quoi. Et c'est des paris. C'est des paris, des fois, je dis ça à mes jeunes, tentez les choses, soyez audacieux. Et de l'audace, quand vous êtes dans quelque chose, on ne sait jamais. Votre jeunesse, avec votre jeunesse, on vous pardonnera tout, quoi. Donc, tentez tout et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. J'aime cette idée de créer un événement, d'être acteur d'une chose dont on n'était pas au départ. Et par votre audace, vous changez la donne de votre vie, d'une carrière ou d'un parcours professionnel. Après, on connaît l'histoire, champion d'Allemagne, Ligue des champions, championnat du monde, championnat d'Europe, champion olympique. C'est quoi ton plus beau titre? C'est champion olympique forcément. Le champion olympique, c'est un très beau titre parce que c'est vraiment un titre où on rêve qui n'a pas rêvé d'être champion olympique. C'est vraiment cette image du rêve qu'on met dans la tête depuis tout petit. Et puis quand on voit les Marie-Josée Pérec, quand on voit tous les Max Morinière, avec d'autres Guadeloupéens qui sont champions du monde, vous imaginez, j'ai dans cette tête Marie-Jo Pérec qui gagne à Atlanta là, quand elle gagne la première française qui gagne des Américains, on m'a dit mais c'est possible le rêve, on ne gagnerait jamais des Américains. Max Morinière, cette armada noire là qui a gagné le record du monde du 100 mètres, mais c'est extraordinaire. Ouais, je l'ai interviewé. À ce moment-là, on se dit mais c'est pas possible. Et ben oui, c'est possible, ils l'ont fait, quoi. Et je crois que on va garder en image, en mémoire qu'ils l'ont fait. Il fallait une première et je crois que ça a décomplexé beaucoup d'autres sportifs en disant que si eux ils l'ont fait, on peut le faire, quoi. Et aujourd'hui on voit d'autres nations, des Américains sur d'autres sports, mais il fallait le faire dans l'athlétisme à ce moment-là qui était vraiment leur sport. Leur sport favori. Ils s'imprégnaient de tout ça sur le 100 mètres. On a vu avec tous ces athlètes, Carl Lewis, ces grands athlètes, et là, Catherine Tamarin qui sont dansés et tout, et bim, explose tout sur eux, et là, la fierté incommensurable de se dire, les gars, c'est nous là, c'est chez nous, c'est nous ces gars-là. C'est nos gars, nos copains, c'est de chez nous qui viennent avec nos entraîneurs, tout ça. C'est l'image de toute qui vous fait voir que le travail a été fait. Le travail a été fait ici pour porter les gars, les faire être champions du monde, même si c'est un petit moment parce que les Américains l'ont retrouvé, mais le travail des éducateurs, l'envie, l'ambition, les rêves ont été concrétisés, ont été réalisés. À ce moment-là, c'était vraiment un rêve possible. Comme on dit, impossible is nothing, là c'était possible. On pouvait rêver, on pouvait la réaliser derrière. Ouais, mais à ce moment-là, tu as quel rapport avec la Martinique? J'ai toujours un rapport proche avec les Antilles parce que je considère que c'est grâce à eux grâce à mon parcours aussi, et puis c'est grâce à eux que j'ai pu, avec tous mes copains que j'ai joué avec, tous ceux qui n'étaient pas de ma génération forcément. Il y avait Ninel, il y avait Fares, David Fares, il y avait Jean-Pierre, il y avait Jean-Charles Canville qui m'ont fait confiance et qui m'ont porté. Et après, je portais ma cité, je portais ma ville, et après, je portais mon île. Parce que quand vous partez comme ça, on vous dit ouais, tu vas représenter notre club, ben, sois bien, porte-toi bien. Toujours, j'entendais ça, comporte-toi bien, sois machin. J'avais toujours cette idée du grand frère derrière qui disait on n'est pas parti, mais tu pars, mais sois l'exemple pour nous, parce que c'est nous, en fait. Derrière toi, c'est nous aussi. Donc, et puis je pense qu'il y en avait d'autres qui pouvaient partir, qui n'ont pas pu partir pour plusieurs choses qui n'ont pas été préparées. Et j'arrivais à un point à ce moment-là où tout était prêt, quoi. Donc j'y aille et je les représentais. Et je ne voulais pas les décevoir. Et pour moi, c'était hors de question de les décevoir. Donc chaque fois, ils prenaient des nouvelles. Alors Joël, comment ça va? Quand j'arrive, je suis comme pas possible, mais je ne leur disais pas. Mais c'était difficile pour moi. J'étais en grande difficulté. Mais toujours, je tiens bon les gars, je ne vous lâche pas, je suis là. Et puis, petit à petit, j'ai travaillé, et puis ils ont vu la réalité, quand je dis voilà, ils ont bien fait de me faire confiance, et puis d'avoir investi sur moi, et de dire voilà, Joël il est parti pour nous, et ben, il nous représente. Et le Joël, c'est tous ces petits de tous les clubs, parce qu'il y a d'autres joueurs, que ce soit Grandisson qui était
était formé à Trinité. Il y avait Nol qui était de Citron. Ouais. Donc c'est la Martinique en fait, c'est tous les clubs de la Martinique. Et quand je les revois, je suis heureux d'avoir. Alors je sais pas s'ils le savent, mais je suis heureux d'avoir été leur coéquipier et puis d'avoir appris à leur côté, quoi. Quel que soit l'individu qui était le titulaire ou pas, ils m'ont tous appris, ils m'ont tous aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'est par rapport à ça que tu as transmis aussi, entre guillemets? On a vu Sorendo arriver, c'est toi qui l'avais, entre guillemets, sous l'aile. Oui, ben Sorendo, le coq, c'était le CTA avec qui je m'entendais très bien parce qu'il avait une image du grand frère, de l'exemplarité. Et il me dit, ouais, j'ai un petit qui part en France, est-ce que tu peux venir? Je suis en vacances avec ma femme et tout. Et il me dit, je suis à l'aéroport, est-ce que tu peux venir? J'ai dit, bon, je pars à l'aéroport, je suis venu le voir à l'aéroport, avant qu'il parte pour lui donner les dernières consignes. Et jusqu'à maintenant, il s'en souvient. Les dernières consignes, je me dis, mais comment j'ai fait? J'ai quitté, je ne sais plus, un repas, je suis venu quand même à l'aéroport le voir, parce que je savais que ça pouvait servir comme un tremplin pour lui. Et on a besoin de ça aujourd'hui. On critique la jeunesse sur plusieurs points, mais c'est nous, en fait, qui devons impulser la dynamique. Je crois que quand on les aide, alors il y a certains, on ne peut pas tout parce qu'ils préfèrent, soit ils sont déscolarisés très tôt par les événements de la vie, ou que l'école a été, on n'a pas su trouver des alternatives à l'école avec eux, parce qu'il y a la formation professionnelle aussi. Si on ne va pas dans les hautes études, il y a possibilité d'être un apprenti, et être un grand apprenti, et être un champion du monde je sais pas, de la pâtisserie, d'électricien. Donc c'est pas le métier, c'est pas le parcours, c'est la détermination et l'envie d'accompagner ces gars-là pour les porter à la compétence, pour les faire monter en qualité et en les mettant en confiance. Je crois que quand les jeunes sont en confiance, ils sont capables d'être extraordinaires et de vous les rendre après, quoi. Je dis voilà, ce gars-là, comme l'entraîneur, il m'a aidé. C'est pour ça qu'un grand joueur n'oublie jamais son premier entraîneur, parce qu'il sait que cet entraîneur-là, même si c'était pas le plus grand du monde, mais il a compté dans sa vie parce que c'est lui qui a donné envie d'être champion. Et toi, c'était qui, Conville? C'était Jean-Charles Conville. La confiance, j'étais cadet, il me faisait jouer en senior. Et pour moi, c'était extraordinaire. Je me dis, mais comment le gars, il peut... Alors je sais qu'il avait confiance, peut-être qu'il avait beaucoup d'espoir que moi je ne connaissais pas. Mais il me donnait cette envie de dire, tu peux jouer et puis tu t'entraîner. Alors je m'entraînais en cadet, je m'entraînais et après je m'entraînais avec les seniors derrière. C'est pour ça que je dis aux jeunes, mais arrêtez de pleurer là, c'est trop dur, c'est trop dur. Mais c'est parce que c'est dur, c'est parce que c'est dur que c'est rare. C'est parce que c'est difficile que c'est dur, la réussite. Mais il n'y a pas de succès s'il n'y a pas de difficulté. Ne vous dites jamais que c'est facile. Tout est difficile dans n'importe quel corps de métier, dans n'importe quelle activité qu'on a. C'est parce que c'est dur que c'est important. Et qu'il faut s'y mettre et s'y préparer dans la difficulté, dans la persévérance pour réussir. Et je dis ça à mes jeunes, quoi. Bien sûr que c'est dur. Vous croyez quoi? Que ce serait trop facile? Eh bien, il n'y aura personne qui arriverait. Sinon, il y aurait 50 000 qui feraient ce poste-là. Donc, continuez à la difficulté. Ça vous apprendra la discipline. Ça vous apprendra la rigueur. Et ça vous apprendra aussi à vous battre. À vous persévérer dans la difficulté. Même s'il faut perdre 10 fois, on perd 10 fois. Jusqu'à ce qu'on gagne une fois et on oublie les 10 fois qu'on a perdu. Et ça t'a pas donné envie d'être coach, non? Oui, j'ai opté, en fait, je suis coach mental, en fait. Coach mental et coach sportif, parce que je sais que aujourd'hui on est arrivé au bout, en fait, de tout l'aspect physique et technique du sport. On voit les records, il y a de moins en moins qui sont battus, mais on est arrivé au bout. Et la continuité, c'est le mental, quoi. C'est préparer le joueur aussi mentalement pour qu'il perdure dans le temps, mais aussi pour qu'il résiste aux difficultés, puisqu'on a les réseaux sociaux. Avant, quand vous jouez un match, peut-être que vos parents ne le voient pas, et quoi qu'il se passe aujourd'hui, votre mère vous appelle, oui, j'ai vu à la télé, je t'ai vu là-bas, tout le monde est au courant de tout. Donc il y a cette pression-là des médias, et des médias sociaux aussi, qui pèsent aussi, et qui pèsent dans vos jugements, qui pèsent aussi dans vos actes, et qui peuvent vous faire aussi faire des erreurs aussi, parce que vous prenez des décisions en fonction de commentaires, vous prenez des décisions en fonction de ce que vous avez lu, qui peut être un quiproquo, mais qui pèse sur votre réaction, et puis il peut y avoir des interprétations aussi de ce que vous avez dit, qui changent la donne et qui peuvent vous rendre en difficulté ou sous pression alors qu'il n'y en a pas besoin, quoi. Toi qui parles de mental,
qu'est-ce qui manque à nos jeunes handballeurs pour devenir encore, pour qu'il y ait encore plus de pros? On voit qu'il y a les Perrin, les Pachal, il y a Pardin, il y a Loredon. Tu les suis un petit peu quand même? Oui, mais Pardin, j'ai fait venir avec M. Lecroc là, il était venu à Magdebourg. Il était venu à Magdebourg et le pôle était parti à Magdebourg. Je trouvais que c'était fabuleux ce qu'il avait mis en place parce il s'était arrangé, je ne sais pas comment, avec le financement, pour faire venir toute une troupe là-bas. Et moi, je m'étais arrangé pour les héberger quelque part, les emmener en bus. Donc, je suis venu les chercher en bus là-bas à l'aéroport, les ramener au club, assister à un entraînement. Et je crois que s'il fallait motiver une équipe ou des jeunes, c'était à ce moment-là. Et je crois que Pardin, après j'ai fait une séance de pénalty sur lui, il en a arrêté un. Et je me suis dit, ce petit-là, il est différent des autres, il a quelque chose en plus. Eh ben, ça s'est réalisé quelques années plus tard où il est en équipe de France. Et bon, malgré ses blessures, mais il a été et il nous a montré ses qualités extraordinaires de ce qu'il était. Donc ça sert aussi de les faire rêver. Mais après de les remettre dans la réalité. Moi je les fais rêver, mais après je les remets dans la réalité du sport, où il faut voir s'entraîner. Je les mets aussi en activité. Je dis, mais tu es motivé? Alors on va courir. Le lendemain je reviens, je dis, bon on va courir, on n'a pas assez couru. Je remets encore des kilomètres. Pour voir s'il persévère. Et si un jour je me dis, ouais, je suis fatigué, j'en peux plus. Et là je dis, voilà, il est capable de faire un effort, mais il est capable de faire un effort en continu. Donc il y a la motivation qui est un court moment, et puis il y a la détermination qui est beaucoup plus long, c'est un temps beaucoup plus long, et c'est là qu'on voit que les grands joueurs, c'est par rapport à la détermination qu'ils y arrivent. La motivation là avant. Tu penses que c'est la détermination qui manque à nos jeunes pour qu'il y ait plus de pros? C'est la détermination et l'accompagnement. Voilà, je crois que quand on a de bons entraîneurs, on a des bons joueurs. D'abord former nos cadres ici, quels que soient les moins 11, surtout dans les petits âges là où ils ont besoin d'accompagnement, où il y a une formation aussi mentale à donner. On ne peut pas entraîner un gamin de 11 ans comme on entraîne des joueurs pros, adultes et autres. Ce n'est pas du tout la même pédagogie, ce n'est pas du tout la psychologie et le mental. Donc on peut casser un joueur aussi très jeune quand on l'agresse mentalement. Et je vois des fois qu'il y a des entraîneurs qui pas parce qu'ils, sans le savoir, ils n'ont pas été formés et ils ont cassé des joueurs, ils ont démotivé alors qu'il fallait peut-être prendre différemment en pensant qu'ils n'étaient pas motivés, en les écrasant, en mettant une pression alors qu'il fallait agir différemment pour les amener. Donc on fait des petites erreurs sans le savoir et on dégoûte quelques jeunes. Il faut accompagner les jeunes avec une préparation mentale adaptée à son public pour les faire progresser. Et à tout âge, et enseignants aussi, aujourd'hui les jeunes sont plus sensibles. Dès que vous leur mettez trop de pression, ils arrêtent. Alors qu'avant on persévérait parce que c'était la vie qui était comme ça, la vie était dure, il ne fallait pas lâcher. Donc la vie nous avait déjà donné raison, alors qu'ils ont maintenant des facilités. C'est beaucoup plus facile. Ils sont beaucoup plus techniques, ils apprennent beaucoup mieux avec tout ce qu'on a mis en place. Par contre, ils abandonnent plus vite. C'est ça le souci qu'on a actuel. C'est moindre chose et ça a plusieurs domaines, pas que dans le sport. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des sportifs qui ont des burn-out. C'est des choses qu'on n'en parlait pas avant, quoi. Mais ils ont des burn-out parce que la pression médiatique, la pression à l'entraînement, la pression du résultat, tout ça rend le sportif fragile. Le rend fragile parce qu'il est sous pression en permanence, alors qu'avant, on était plutôt tranquille. Alors, j'imagine que je n'ai pas la vie comme Mbappé, mais je pense que Mbappé, il ne peut pas aller au restaurant, ni... alors, s'il doit faire une interview, il faut passer par l'argent, 2-3 agents avant d'avoir un rendez-vous. Et ça prend 1 mois avant de configurer un entraînement, et tout ça avec ses entraînements, avec les interviews. Donc il a une charge émotionnelle forte qui fait que du jour au lendemain, ils sont très doués, mais on peut les retrouver mentalement en grande difficulté et pouvant aussi dire ou faire des choses qui sont contraires à ce qu'ils voudraient parce qu'il y a la pression ou autre chose. Est-ce qu'avec ta carrière, ça a pu aider par exemple à créer une sorte de passerelle entre les jeunes d'ici pour pouvoir partir, évoluer dans le pro? Alors je viens toujours, dès qu'il y a des moments, je viens toujours ici discuter avec les clubs, échanger avec les jeunes, même s'ils sont là-bas. Quand ils sont dans les clubs, on avait passé, et c'est ce que j'ai demandé à la Ligue et à la Fédération française, de faire un suivi de tous nos jeunes qui partent. Moi je voudrais qu'ils reviennent en fait. Je veux qu'ils partent,
mais je veux qu'ils reviennent. Qu'ils partent se former et grandir en compétences, mais revenir ici, redonner toute cette expérience. C'est ça mon parcours que je voudrais mettre en place. C'est-à-dire que quand un poulain revient ici, il faut l'aider. Il faut l'aider, non pas à le remettre à zéro comme j'ai vu par le passé, ils l'ont écrasé. Et je tenais à le remercier parce que quand on a joué en D1 au haut niveau, redémarrer à zéro, c'est une insulte. C'est une insulte. Et ça lui est arrivé ici et je lui ai appelé, je lui ai dit d'excuser ce qui s'est passé. D'excuser ce qui s'est passé. Mais quand on a un joueur de D1, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner et peut-être entraîner l'épaule. Le gars, il a l'expérience de D1, il a des matchs de D1, il a l'expérience. Il est peut-être pas international, mais ceux qui ont... Il y a des internationaux. Piejos, Cathy Piejos qui est rentrée, je suis désolé, elle aurait dû être aujourd'hui un cadre de l'équipe de Martinique. Et je suis déçu et je me suis dit, si ça leur est arrivé, est-ce que ça va m'arriver? Ça fait peur aux autres de se dire qu'on revient, on est les enfants du pays, et quand on revient, on n'est pas accueillis comme les enfants. C'est pas parce qu'on a fait 10-15 ans à l'étranger qu'on a gagné des titres et qu'on veut revenir. Mais il faut mettre tout en œuvre, les accueillir, ces gamins. Et en plus, elle a dit qu'elle voulait être entraîneur. Alors elle a fait peur à certains qui voulaient peut-être garder leur poste. Elle a dit, je voudrais entraîner l'équipe des filles. Mais c'est une aubaine pour un président d'entendre un international dire, j'ai envie de m'investir au sein de ma sélection et au sein de la Ligue. Mais il fallait pas rater ce rendez-vous. Il ne fallait pas rater ce rendez-vous et il a été raté malheureusement. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais je regrette que Poulain ne soit pas au pôle et qu'on l'aide. Aujourd'hui, il y a très bon. Mais il jouait pas plus tard que l'année dernière, il jouait toujours. Voilà, il jouait toujours, pas plus tard. Et il est coach. Mais il aurait pu faire des interventions aussi avec les jeunes, parce qu'il les a vus, les centres de formation, il les a vus. À Ivry, quand il était, il a vu aussi comment ça se passe le haut niveau, les difficultés, pour juste préparer les jeunes pour que quand ils rencontreront les difficultés, on leur a déjà raconté l'histoire. C'est pour ça que le cerveau, il serait beaucoup plus préparé puisqu'on leur a déjà raconté l'histoire. Il n'aura pas d'imprévu dans sa carrière parce qu'on leur a dit voilà, tu auras ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Donc il serait déjà préparé et l'imprévu ne serait pas un frein. C'est pour ça que la préparation mentale, les commentaires, les retours, les débriefs, les retours d'expérience pour les jeunes, c'est très important dans le mental, dans la projection et les certitudes de la carrière de ce jeune qui a envie d'être handballeur professionnel ou sportif professionnel. Mais justement, son fils de 16 ans est parti, il est entré au centre de formation de Tremblay là. Donc je pense que Teddy va lui apporter tout ce qu'il faut. Oui, bien sûr qu'il lui apporte. Alors ça arrive qu'il y a des parents dont les fils deviennent des sportifs, c'est très très bien. Mais c'est bien aussi de distribuer la bonne parole aux autres et de le diffuser au plus grand nombre. Et je pense que c'est lui qui s'en est occupé de tout ça avec ses réseaux, parce qu'il y a des réseaux qu'on a. Et moi je dis à mes jeunes aussi, les jeunes qui sont très intéressants ici, dont la ligue aussi, parce qu'il y a un process, n'ont pas pu, parce qu'il y a une maturité tardive ou autre, je les accompagne sur un parcours avec mes réseaux, que ce soit dans le sud de la France, à Montpellier, ou à Istres, ou dans d'autres clubs parisiens dont je connais la plupart des entraîneurs, des présidents. Donc c'est une facilité que l'on a, parce que c'est une responsabilité quand même d'accompagner un jeune qui est majeur, mineur, et de pouvoir l'intégrer dans un club où il faut un accompagnement. Il y a plusieurs process pour faciliter, qu'il n'y ait pas d'histoire avec un mineur. C'est une responsabilité. Donc le club s'engage, la famille s'engage, le jeune s'engage. C'est difficile, il faut vraiment que le parcours soit sécurisé pour que ce jeune-là arrive dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas de problématiques affectives ou familiales. Et l'école en plus, parce qu'il y a l'école j'ai suivi notre cursus scolaire, il n'y a pas tout ça pour faire à côté. Il y a tout qui se chamboule et il faut faciliter ça avec les associations. C'est ce que j'ai demandé à la fédération. Avant d'intégrer un club un joueur dans un club, il faut déjà appeler les associations de travail pour qu'ils viennent, qu'ils soient au courant, pour qu'ils accompagnent leurs jeunes, qu'ils l'intègrent petit à petit dans la commune, dans la communauté. C'est des petites choses, mais on oublie. Et je leur dis, mais c'est très important. Parce que la Martinique, c'est pas la métropole, il y a une autre mentalité, il faut accompagner ces jeunes-là, même dans ce domaine-là. On pense qu'ils sont meilleurs, mais ils ont besoin de ce petit plus-là. Et tous les paramètres de la progression et de l'équilibre de ce jeune-là, il faut quand même l'équilibrer, il faut quand même prendre en compte de cela, parce que c'est important pour sa carrière, pour sa progression.
on va passer à la deuxième partie. Qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui et c'est quoi ton rapport avec le handball? J'ai vu que tu étais dans la politique. Je fais de la politique aussi parce que j'aime bien savoir l'envers du décor aussi du sport, mais aussi tout ce qui est derrière la politique sportive aussi. Je sais réellement comment ça se passe, comment aider un club à se développer, comment identifier un club formateur de club élite, comment identifier et accompagner les clubs formateurs de moins 11 jusqu'au plus grand niveau pour les accompagner, que ce soit matériel, formation. Et ça, c'est quelque chose que je connais, que j'ai appris et que j'ai développé. La politique aussi, parce que tout est politique, et c'est pas anodin qu'on puisse savoir quels sont nos maires, qui est le maire, qui est le président de la CTM, quels sont nos députés, le rôle des députés, le rôle des sénateurs, savoir le rôle, qu'est-ce qu'il va jouer aussi dans le sport. Donc si on a des questions, j'ai déjà vu avec par exemple Concon, le maire de Trinité, pour discuter sur certaines choses, de leurs idées, de leurs propositions aussi, de ce qu'ils vont porter aussi par rapport aux Antilles et par rapport aux difficultés qu'on a rencontrées ici avec le Covid. Parce que le Covid nous a fait beaucoup de mal aux Antilles, pour la restructuration des clubs, économiquement aussi, et puis aussi ressources humaines, ça a été terrible. C'était des personnes âgées aussi qui ont été en contact avec des enfants qui ont abandonné. Donc il se trouve des clubs qui sont sans éducateurs, sans accompagnants. Et ça, c'est une difficulté. Il faut reconstruire ça. Alors je suis d'accord qu'il faut gagner, mais il faut gagner. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut prendre son temps. C'est vrai que pour structurer un club, il faut des ressources humaines. Donc il faut passer par le statut aussi du bénévole. On n'en parle jamais, mais le statut de bénévole, je crois que les députés en ont parlé avec le mouvement sportif, mais ils n'ont pas encore vraiment développé ça parce que les clubs meurent parce qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de bénévoles pour les structures, pour accompagner les jeunes. Et s'il n'y a pas un énorme travail des clubs de fidélisation, d'accompagnement, de formation, ben, les clubs ils meurent parce qu'il n'y a pas de trésorerie, il n'y a pas il n'y a rien, et du coup les clubs ne peuvent pas suivre. Il y a des clubs qui partent de moins en moins, à chaque fois je vois, j'entends ça, parce qu'ils ont le sportif avant la structure. Ouais, mais il y a aussi une problématique qui n'est pas du fait de l'humain, c'est les infrastructures. On manque cruellement de hall ces temps-ci. Le problème c'est que c'est propre à pas mal de sports. Dans un hall, on peut avoir du hand, du basket, du badminton, du futsal, du volley et on manque d'infrastructures. Comment on pourrait pallier à ça, toi qui es aussi dans la politique, comment on pourrait pallier à ça? Ça c'est le rôle des politiques, du développement de la ville, du développement du territoire. Ça c'est, oui, on voit que maintenant, ça coûte très cher un gymnase aujourd'hui. Donc, toutes les communes ne peuvent pas avoir sa commune, ça c'est clair. Donc il faut mutualiser. Alors, au lieu d'avoir 3 gymnases pour 3 communes, on fait un gymnase, un beau gymnase pour 3 communes. Donc un grand gymnase avec d'autres activités, avec d'autres sports annexes aussi à l'intérieur, pour développer tout ça, des salles de danse, tout ce qu'on veut. Il faut mutualiser, on ne peut plus construire. Il faut un gymnase à Fort-de-France, dans le centre-ville. Il y en a un Corridon, mais il y a plein de clubs. Il est vieillissant, on le voit, le parquet, je suis allé une fois, il faut de la peinture au François. Il faut voir, c'est dégradé, on ne peut pas faire du sport. Je vais à Gaudissart sur du goudron. Quand même, à un moment donné, il faut prendre en compte aussi la perspective physiologique et aussi du sport moderne. On ne peut plus jouer sur du goudron, du bitume. C'est fini, quoi. Il faut maintenant mettre des infrastructures. Et c'est sûr qu'ils font un gymnase dans cette commune. Je parle de Fort-de-France, mais il y en a qui ont leur gymnase. Je vois à Montérénat, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont beaucoup plus lotis que la capitale. Mais le truc c'est qu'ils sont vieux. Il y a des problèmes d'amiante par exemple au François. Le François s'entraîne
à Trinité, ils reçoivent à Rivière-Salée. Il faut commencer à investir aussi. Les politiques ils servent à ça. Hein. Je ne dis pas il faut s'endetter aussi quand on construit du matériel pour notre jeunesse. Alors, je préfère ça que d'autres constructions, je ne sais pas, une course du Rhum comme un million. J'aurais voulu qu'on retarde, pas qu'on arrête, qu'on retarde certains grands événements et qu'on le mette sur les infrastructures. Vous voyez par exemple, je ne dis pas, c'est une idée, on fait la course du Rhum. Peut-être qu'il aurait fallu acheter des petits bateaux et qu'on met dans chaque club nautique de la Martinique et qu'on associe ça avec des projets pédagogiques dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Comme ça, les petits ils se formeraient avec les matériels qu'on mettrait en place dans tous les centres nautiques. Et quand on a formé une bonne dizaine d'années, on peut repartir sur les grands événements, mais on sait que la formation a été faite. Les petits, ils ont telle chose. Ils ont leur bateau, ils sont formés, ils ont des projets pédagogiques avec les écoles et les clubs environnants. Donc tout cela fait que c'est structuré. Donc on veut mettre toujours la charrue avant les bœufs. C'est sûr qu'il faut. Alors je ne dis pas que c'est pas facile, hein, je sais que c'est pas évident, puisque je discute avec la plupart, souvent j'en ai discuté depuis 10 ans à un gymnase, je ne sais plus avec quel représentant qui était à la CTM, à Corridon, je ne sais plus s'il y avait un gymnase, on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait des soucis, mais il va falloir s'y mettre quoi. On ne peut pas laisser la jeunesse comme ça dans la rue, on sait les délinquances, que quand les enfants ne sont pas dans le gymnase, ah ben ils sont dans la rue. Où ils sont dans les points de vente ou de haute. Donc, si on veut éradiquer ça, il faut des gymnases. Il faut des coins où ils sont mobilisés, que ce soit dans le judo, que ce soit au tir à l'arc, que ce soit dans la pétanque, dans n'importe quel sport qui pourrait les intéresser. Le MMA, qui est un sport nouveau, un peu bagarre, tout ça. Ah, il y a un Martiniquais qui va se battre ce week-end contre le Cédric Doumbé. Donc, ils ont des sports qui les intéressent, mais il faut pouvoir les intéresser, les emmener dans les clubs locaux, s'appuyer sur les clubs locaux qui sont déjà en place et permettre que les lycées, que les structures puissent accompagner ces jeunes et les recevoir. Donc, c'est un maillage qu'il faut faire du territoire, du nord au sud, au centre, pour accompagner ces jeunes et structurer, voilà, sur les 10 prochaines années, qu'est-ce qu'il nous faut réellement pour se construire comme les gens. On va s'endetter sur ça, mais on ne va pas perdre. C'est un investissement. Donc l'investissement, je veux bien, je préfère ça que les masses salariales dans les mairies, parce qu'il y a trop d'employés, alors qu'on ne peut plus investir dans les mairies, on ne peut plus investir dans les crèches, on ne peut plus investir dans les clubs sportifs, on ne peut plus investir dans les salles de sport, on ne peut plus investir dans les gymnases. Donc cet investissement-là, vaut mieux le faire là, on prend, mais la politique c'est prendre des risques aussi. C'est prendre des risques aussi. Eh bien, on part sur une grande idée générale de convivialité, on part sur l'intérêt général, on se met au travail tous ensemble, on dit voilà ce qu'on a besoin, voilà. Et on part pour les Martiniquais, non pas pour parler, c'est plus de la politique politicard, c'est vraiment un développement du sport, des infrastructures sur le territoire. Mais c'est une vraie réflexion avec tous les maires, avec tous ceux qui sont acteurs, les associations, le mouvement sportif pour savoir où on peut mettre les choses en s'endettant sur tant d'années. Mais on est sûr que ce n'est pas un investissement à perte. C'est sûr. C'est sûr parce que vous mettez un gymnase quelque part, les gamins ils y sont. Vous mettez une salle de sport, une salle de danse, une salle culturelle, ils y sont les gamins. Si vous les attirez, vous les emmenez, 80% ils sont. Et je suis sûr, si on met ça dans n'importe quelle commune en difficulté, vous mettez un éducateur, il vient les rabattre un peu, les vaches. Qu'est-ce que ça te dit de venir? Viens voir, viens essayer, viens enseigner. Après, tu fais déjà un licencié, déjà. Donc tu le structures. Et après, un motivé. Et après, tu fais déjà un adepte, un sportif de demain. Il est venu, c'est licencié, donc il s'engage auprès du club, il s'engage auprès de sa fédération, il s'engage auprès de tous ses coéquipiers, parce que le week-end, il faut jouer, donc on ne sort pas, on s'attelle pour le projet commun, donc on se motive et le projet commun prend compte, et on fait de lui un citoyen de demain, à travers ça. Je voulais savoir, est-ce que tu t'es investi au niveau de l'espoir de Florian, on sait que c'est ton club, ou le restructurer, comme tu as la C'est mon club de cœur, mais je suis allé à Sainte-Anne cette semaine à Cap-Macré. Je viens à Florial aussi parce qu'on me demande, mais si on me demandait ailleurs, bien sûr que je viendrais. J'ai des amis. D'ailleurs, au Lamentin, on en a discuté aussi pour un beau projet de formation, l'école antillaise.
je crois qu'on était fournisseur de handball antillaise. On a des Antillais qui demain peuvent apporter nos particularités antillaises là-bas. Alors c'est le handball, mais il peut y avoir aussi, quand je parle d'athlétisme, mais pourquoi on ne s'entraînait pas dans les îles à côté? Regardez, il y a des îles de la Jamaïque, mais il y a Sainte-Lucie, il y a des champions du monde de l'athlétisme à Sainte-Lucie. Ça veut dire qu'ils sont à côté de nous. Eh bien, profitons aussi de tous nos voisins qui sont champions du monde pour entraîner chez eux. Je ne dis pas qu'il faut pas aller en France, mais si on peut s'entraîner sous le territoire, au chaud, parce que le muscle est beaucoup plus préparé quand on est au chaud, il y a moins de contraintes, de blessures quand on est dans les pays chauds. Ah ben pourquoi on ne s'entraînerait pas avec ces structures-là pour que nos jeunes aillent là-bas, qu'ils se forment et vice-versa, des échanges de CONCACAF, des échanges ultramarins ou dans les environs des Antilles, pour progresser et prendre aussi ce qui est bon dans les îles et l'apporter pour nos formateurs et faire en sorte qu'on ait justement cette connaissance, comme on peut le faire pour les plantes. Eh ben, la pharmacopée, mais on peut le faire aussi pour le sport. Mais on va finir avec le quiz que je fais habituellement. Si tu joues pas au handball, tu pratiques quel sport? Le tennis. Parce que ma fille a beaucoup aimé le tennis et le billard, parce que j'entraîne aussi l'équipe de France de billard. Ah ouais. Alors ça n'a rien à voir avec... dès qu'il y a du handball, je m'y mets. Mais je fais le tennis parce que c'est une façon pour moi aussi de comprendre qui est très difficile ce sport. Comment on se met dans sa bulle, comment on progresse individuellement, le travail individuel, personnel, comment on fait pour arriver. Moi j'aime jouer. Le tennis me permet de jouer et de m'amuser en même temps dans ce sport que j'aime beaucoup. Ok. Et à l'inverse, quel sport tu n'aurais jamais pratiqué? En général, ils me disent le cyclisme. Alors, quel sport tu n'aurais jamais pratiqué? Je ne dis pas que je ne pratique pas parce que j'ai des copains antillais qui viennent chez moi pour que j'achète un vélo, pour faire du vélo avec eux. Alors, bon Martinique, mon gars, ça n'a pas qu'à motiver. Mais dernièrement, j'ai vu la course là en Guadeloupe. Ouais. Et c'était une très belle course, comment ça a été gagné avec une solidarité, avec les Martiniquais aussi qui étaient dedans. Ça donne envie aussi. Quand on voit ces courses-là, le Tour de la Guadeloupe, j'ai suivi, c'était génial. Mais ils viennent chez moi là-bas pour demander de courir. Et si vous continuez avec des potes, ça vous porte aussi. Et du coup, j'ai déjà commandé ma tenue de cycliste. J'ai plus qu'à acheter le vélo. Alors, le vélo, c'est pas donné. Bon, j'essaie de voir, pouvoir faire des courses le dimanche avec eux. Donc, je dirais que rien n'était possible. Il y a des sports extrêmes que je ne ferais pas. C'est le saut en élastique ou le saut parachute ou parapente. Alors là, ça vous me verrez sur tous les sports, mais pas ça. Tout ce qui est en altitude, alors là, j'ai plus, mon âge me permet avec sagesse de ne pas prendre trop de risques maintenant, ou des risques mesurés et calculés. Ok. Est-ce que tu avais une phrase ou un dicton que tu te disais quand ça n'allait pas bien pour te remotiver, te remettre au sol? Ah, mais moi j'ai plusieurs dictons, bien sûr. Je dis toujours, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Quand vous avez gagné quelque chose, ça veut dire que vous avez pris. Et puis je dis aussi que tout ce que la main n'atteint pas est un rêve. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous l'avez dans votre main, c'est que vous l'avez réalisé, vous l'avez pensé, vous l'avez rêvé et vous l'avez réalisé. Tout ce que la main n'atteint pas est un rêve. Donc c'est plus un rêve à ce moment-là, c'est une réalité. Donne-moi... Rêvez encore, je dis aux jeunes, mais rêvez que vous allez être champion du monde, mais rêvez que vous allez ça, parce que demain, tout peut se réaliser. Donc, tout commence par le rêve déjà. On rêve les choses, on y pense, et après on commence avec le process en marche d'action derrière, avec la stratégie et tout ce qu'il faut pour réaliser et arriver à ses fins. Voilà comment j'explique ça aux gamins, le process pour arriver à ses fins, en ciblant bien sûr la motivation pas trop haut, comme il faut, mais avec des objectifs, avec la motivation et surtout la détermination. Mais moi je veux savoir pourquoi il est déterminé, qu'est-ce qui le motive. C'est ça ma question, parce que je vais pouvoir m'appuyer sur ça pour quand il sera en difficulté, dire voilà, il y a ça que tu as rêvé, que tu as pensé, une inaction, un manque d'affection, une envie de se réaliser par rapport aux autres, par rapport à son petit frère. Parce quand on est le troisième, des fois on est un peu abandonné, eh bien, on veut sortir du lot par rapport au premier qui est déjà en place et le dernier dont les parents plus. Donc l'avant-dernier il est en difficulté, donc il fait toute
toutes les conneries possibles pour s'en sortir. Alors peut-être c'est mon cas, alors je parle de mon cas précis. Je me dis voilà, qu'est-ce qui ferait qu'on me remarquerait dans la fratrie? Toutes ces choses-là, c'est des petites sources de motivation qui vous fait sortir et qui demain vous rendent des sportifs de haut niveau. Et un parcours de vie difficile aussi, vous dit voilà, la résilience, vous dit voilà, je vais m'en sortir, il est hors de question que je m'arrête à ça, je vais pousser, je vais rien lâcher, je vais montrer que je suis capable de le faire à tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Donc les échecs peuvent nous servir aussi comme déterminant, ça peut nous servir aussi comme facteur aussi important pour appuyer, pour dire voilà, c'est parce que j'ai subi ça, je refuse ça et je veux réaliser ça, je veux me réaliser et je veux réussir. Ok. Donne-moi ton meilleur souvenir et ton pire souvenir sur un terrain de... Alors mon meilleur souvenir, que quand j'ai été champion de France national 3 avec l'espoir de Foyal, c'est mon premier grand souvenir où on avait gagné le titre suprême et avec mon club, avec mes copains et la famille. C'était un très très beau souvenir. Il y a aussi les Jeux Olympiques bien sûr. Et le pire souvenir, vous savez, je retiens que les bons. Il y a bien sûr qu'il y a des souvenirs difficiles où j'ai eu un entraîneur qui a été vraiment difficile avec les mots difficiles aussi, pour pas dire raciste, mais difficile. Mais j'ai jamais pris ça. Je me suis dit que il faut que je prenne ce qu'il y a dans son cerveau et pas forcément la personne. Ce qui m'intéresse, c'est son savoir. Ce que je dis à mes jeunes, voilà, pour que les entraîneurs vous aiment. Vous êtes là, vous prenez la connaissance, que ce soit vos profs, ils ne sont pas là pour vous aimer, ils sont là pour vous donner la connaissance. Prenez cette connaissance-là et après vous allez réussir. Ils ne sont pas là pour vous aimer. Alors ça fait un parallèle, pas trop d'affectif parce que c'est dur, mais il faut de l'affectif parce que quand vous avez un prof qui vous aime, qui vous accompagne, c'est méritant, qui croit en vous, qui vous donne des devoirs et vous croyez qu'il ne vous aime pas quand il vous donne le devoir. Eh bien non, c'est parce qu'il vous aime. Alors, vous croyez qu'il vous déteste, il me déteste, il donne des devoirs qu'à moi, les autres il leur donne rien, c'est à moi, il m'embête. Eh bien non, justement, s'il le fait, c'est parce qu'il veut que tu réussisses. Donc, tu as cru par un quiproquo qui ne t'aimait pas, mais c'est tout le contraire. Les entraîneurs qui prennent du temps sur un joueur, c'est ce que je m'en veux. Eh bien, si je ne m'occupe pas d'un joueur, méfiez-vous parce que ceux dont je m'occupe, c'est parce que je veux qu'ils réussissent. Moi, je m'occupe de tout le monde, mais si je suis insistant sur vous, on a l'impression que je vous embête un peu plus que les autres. Mais non, c'est parce que je tiens à vous transformer. Et je dis ça à mes jeunes. S'il insiste sur vous, c'est parce qu'il veut que vous réussissiez. Ne prenez pas ça comme une attaque personnelle. Que ce soit un prof, un employé, autre. Se remettre en question, remémorer la journée de ce qui s'est passé, voir est-ce que j'ai bien agi, écrire aussi les choses que vous avez à dire à faire, la progression, toujours dans le même principe que le sport. On met la stratégie, on met l'ambition, on met aussi la motivation. Et je le fais aussi parce que j'accompagne des jeunes WorldSkills dans les métiers, c'est les Olympiades des métiers aussi, avec des champions du monde de la pâtisserie ou autre. Et les chefs d'entreprise aussi, j'accompagne les chefs d'entreprise aussi dans leur parcours de chef d'entreprise difficile, hein, parce qu'il ne faut pas croire que les chefs d'entreprise, ils ont des maladies, on ne les voit pas, ils sont toujours souriants dans l'entreprise parce qu'il faut maintenir un cadre et maintenir aussi une bonne ambiance. Mais ils subissent quand ils ne peuvent pas payer leurs employés, ils sont du stress, ils sont cerfs, on ne pense pas du tout. Je les accompagne pour les bonnes décisions, pour le bon équilibre dans l'entreprise aussi, et aussi une remise en question que c'est pas parce qu'on a réussi avec telle méthode que ça marche avec tout le monde. Il faut revoir aussi sa façon de faire avec le public qu'on a en face, ses employés, le profil de ses employés, et il faut étudier le profil de ses employés pour qu'on puisse le rendre performant aussi. Donc j'accompagne toute la performance avec le profil mental aussi, l'accompagnement mental, pour que tout le monde réussisse dans la bienveillance de chacun. Je ne sais pas si je peux te poser cette question-là, tu as tout gagné. Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière? Un regret, j'aurais aimé jouer au piano. Alors oui, j'aurais aimé jouer, mais vas-y, prends le piano mais j'aurais aimé, vraiment, faut que je m'y mette, hein, tôt ou tard. C'est vrai, ça c'est vrai. Oui, la guitare et le piano. J'entends un piano, et je vais voir les concerts des fois, j'aime jouer au piano. Je trouve cet instrument là est fabuleux.
on arrive à n'importe quel moment, on met la fête, on joue n'importe quel morceau, ça met une ambiance, ça apaise tout le monde. J'aime bien cette idée de mettre le piano dans les gares, et tout le monde vient jouer, je trouve ça formidable. Le gars, tu sais pas d'où il vient, il est habillé n'importe comment, mais il te joue Beethoven, il te joue un, tu te dis waouh, mais parce qu'il a peut-être joué dans. Tu vois, tu es omnibulé par les personnages, et l'habit fait pas le moine, tu n'es pas venu avec sa queue de pie, le gars il arrive avec son t-shirt, son chant, et puis il te fait jouer des trucs, tu te dis mais extraordinaire. J'aime bien cette histoire-là, d'apaiser les mœurs, et puis de faire en sorte que le piano puisse être un instrument qui rassemble tout le monde dans ce regard. J'aurais voulu que ça se passe dans le sport. Et il faudrait qu'on fasse attention aussi que le sport ne soit pas, comme on voit, non pas attractif, mais vraiment repoussant, comme on voit deux clubs. C'est pas normal, quoi. Deux clubs ne peuvent pas s'entendre, c'est pas possible. Moi, quand je vais au rugby, les adversaires ils sont ensemble. Oui, après le match ils sont ensemble. Ils font la fête, je sais pas moi. Mais je vais voir d'autres sports, je ne peux pas parler du foot, mais c'est horrible, quoi. Je trouve qu'il faut faire la guerre à l'autre Mais où va-t-on? Un petit jeune la dernière fois il avait le maillot, ils ont voulu taper le petit jeune. Mais qu'est-ce que c'est que ces comportements du sport qui nous emmènent et on dit que c'est ça le sport l'avenir? Il faut éradiquer ça tout de suite parce que le sport c'est pas la guerre. C'est juste surtout pas ça, c'est la diplomatie. Et surtout, souvent ça apaise quand il y a des guerres, des pays qui sont en guerre, ben on fait un peu de sport, on fait du handball, on fait du foot. Ça rassemble les pays. Parce qu'on a le même projet, on a la même envie à travers le jeu. L'être humain, c'est un joueur. Il aime s'amuser et le sport, ça apaise les mœurs et ça nous permet de nous rassembler. Il faudrait qu'on le fasse à plusieurs niveaux, dans les écoles, dans les entreprises, du sport. Faites du sport à la crèche, faites du baby sport, du baby hand, faites du sport dans les écoles, faites du sport à l'armée, faites du sport dans les entreprises, parce que c'est bon pour la santé, pour les maladies cardiovasculaires déjà. Et puis ça nous donne les bonnes conduites alimentaires comme les bonnes conduites sportives aussi. Avec ça, si on ne peut pas construire un monde parfait ou presque parfait, pourquoi pas? On mettrait la Russie et l'Ukraine à travers un petit match de sport. Quand je vois le tennis là, mais le tennis c'est pas fait pour se détester. Les sports, même s'il y a un pays en guerre contre l'autre, les sportifs sont là pour apaiser les choses. Et on les envoie comme je vois où on ne serre pas la main, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand on fait du sport, on fait un match, il faut accepter qu'il y ait des gagnants et qu'il y ait des perdants. Et il faut accepter de serrer la main de son adversaire parce que vous l'avez gagné, vous avez perdu avec quelqu'un qui a contribué au match et à faire en sorte que le match soit beau. Alors on le remercie parce que sans grands champions, c'est parce qu'il y a des adversaires de qualité, qu'il y a des grands champions, il y a des bons défenseurs, des bons attaquants, parce qu'il y a des bons défenseurs. Donc on remercie l'adversaire qui a permis ce beau match et on oublie les guerres dont on n'est pas responsable. Aucun sportif ne peut être responsable de guerre. Lui, il fait son sport. Les politiques qui font autre chose, c'est pas du tout la même chose. Le sport et la politique, il ne faut pas mélanger. Et je le dis, il faut qu'on accepte les Russes aux Jeux Olympiques. C'est peut-être ça qui va amener une paix et que demain, ces gars-là que tu as accueillis, que tu machin, qu'il n'y ait pas des frustrations de demain comme on a pu voir. Mais on est dépassé par ça. Alors je sais qu'on ne peut pas régler ça du jour au lendemain, mais je sais qu'à notre niveau, chez nous, sur notre île, si on peut régler ça, faisons-le sans prendre du temps et avec beaucoup de bienveillance. Okay. Mais dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais après toute ta carrière à un petit jeune? Par exemple, il y a un petit demi-centre à Citron, Michel Mélien, il a le profil de Stens un petit peu, il a amené à avoir une carrière. Tu lui conseillerais quoi pour réussir à aller au plus haut niveau? Il faudrait que je le rencontre déjà pour savoir pourquoi il fait du sport déjà, parce que je veux savoir de son parcours, quel est le point de motivation. Mais je lui dirais, reste comme tu es. Pas de complexe par la taille, tout ce que tu as, comme on peut le voir. Et puis tu verras, tout va se faire. Sois persévérant, donc sois vraiment juste dans ce que tu fais et ne regarde pas les critiques des autres qui va changer ton but final. Voilà, je vous dirais. Déjà ça. Et après, si je le revois, on discute. Je connais de son parcours, voir sur quoi je peux appuyer, sur ce qu'il me motive. Mais s'il est là, c'est parce qu'il avait envie de s'exprimer aussi à travers le sport, qu'il avait envie de sortir de l'ordinaire et devenir extraordinaire. Donc, reste dans ce schéma-là. Tu as pris la bonne voie
Et s'il faut, je t'accompagnerai quand tu serais en difficulté. Tant que tu serais bien, ça va. Si tu es en difficulté un jour, tu peux m'appeler, je t'aiderai à accomplir et à t'expliquer aussi le haut niveau, parce que pour t'expliquer les difficultés qui vont arriver, pour que tu ne puisses pas sombrer dans l'imprévu, mais dans la connaissance et dans la stratégie. Ouais. Pour l'instant, il est ici, mais alors, il continue avec son club Citron, c'est ça? Oui, là, c'est toi. Je pense que d'ici l'année prochaine, il va intégrer aussi de formation. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Tout le mal qu'on lui souhaite, mais s'il est motivé, écoutez, tout le monde ne peut pas être champion. Je suis réaliste sur certaines choses. Je dis ça en gamelle, en réalité. Hein. Peut-être sur 15 qui sont dans un centre de formation, il y a un seul qui sort. Des fois, sur 17, sur 2 ans, il y a un seul qui a un contrat pro. Donc ce sera difficile, les échecs vont peut-être vous décourager, va te décourager, je le dis à ce jeune, à ces gens. Si un jour tu n'es pas sélectionné ou tu n'as pas passé le cap, ben continue, parce que demain tu peux être un bon arbitre, demain tu peux être un bon dirigeant, et demain tu peux être un bon entraîneur. Les voies ne sont pas impénétrables, donc tout est possible. Si tu n'es pas champion, ben tu seras dans une autre catégorie, peut-être dans ta formation. Ne lâche pas l'école, c'est ce que je dis. Garde ton plan B, il y a le plan A. Je dis garde ton plan A, mais garde ton plan B aussi, au cas où il y a une blessure qui peut arriver à n'importe quel moment. Et ça fait partie du sport. Et que tu puisses avoir un parcours professionnel derrière, pour réussir ta vie. Ça c'est vrai. Moi je tiens à ce parcours sportif parce que j'ai vu trop de jeunes qui se sont investis dans le sport et qui ont échoué par blessure, par déception, qui n'ont plus eu d'autres alternatives derrière et qui se sont retrouvés démunis, démotivés, au fond du trou parce qu'ils n'avaient pas prévu ça, ils n'ont pas pensé à ça et ils se retrouvent quasiment abandonnés. C'est difficile de remonter, de reprendre un petit qui n'a pas réussi à concrétiser son rêve parce qu'il n'a pas pu être au centre de formation. J'en ai vu, c'est dur, c'est vraiment dur. Vous voyez la peine et la tristesse, mais profonde. Et vous dites qu'on aurait dû le conseiller pour avoir le plan B et il aurait pu avoir une alternative pour ne pas sombrer dans la déprime parce qu'il n'a pas réussi à être pris en centre de formation. Il y a des alternatives. Si vous n'êtes pas champion du monde de handball, vous serez champion du monde de l'électricien. C'est ce que je leur dis. Ou d'autres passions, tu seras un champion du monde. En tout cas, tu seras un champion. Voilà. Et c'est ce que je leur dis tous. Le sport, c'est qu'une période de la vie, mais la vie ne s'arrête pas au sport. Ok. Mais merci, franchement, impeccable. Je te remercie infiniment. J'ai eu l'immense honneur d'avoir sur la chaîne Monsieur Joël Labati. Merci de m'avoir accueilli et puis à la prochaine sur d'autres sujets. Ok, mais comme je vous dis à tous et tout le temps, profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Allez, bye bye. Merci à vous.